Shalom, une émission d'information et de formation sur les questions de société, présentée par la Commission diocésaine Justice et Paix de Pointe-Noire. Depuis l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992, suivi du protocole de Kyoto en 1997, puis de l'accord de Paris en 2015, la lutte contre les changements climatiques s'est inscrite de plus en plus dans les agendas des décideurs politiques, des acteurs de la société civile, mais aussi des opérateurs économiques, pour ne pas parler des acteurs privés. La question est d'une très haute importance, si bien que la Commission Justice et Paix de Pointe-Noire a organisé du 11 au 13 juin 2025 un atelier de renforcement des capacités de membres de la société civile sur les crédits carbone. Environ 20 participants, tous membres des organisations de la société civile venues de Brazzaville, de Dolizing, Kayi et bien entendu de Pointe-Noire, ont pris part à cette session. Animé par M. Georges Claver Bouzanga, membre du panel des experts pour l'émergence des projets et marchés carbone en République du Congo, plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres le renforcement du plaidoyer des organisations de la société civile contre les changements climatiques et le bien-être des populations, les mécanismes des marchés carbone, le cycle des projets carbone dans la commercialisation des crédits carbone en République du Congo, la cartographie et le décryptage des projets carbone, sans oublier les grandes lignes des cadres institutionnels et juridiques internationaux et nationaux encadrant les projets carbone. La présente émission vous fait l'écho de tout ce qui a été dit et fait lors de cette session de renforcement des capacités. Pour sa préparation, Alain Didier Syriac Loranana a bénéficié de la précieuse collaboration technique de Ghislain Egouya, l'homme aux doigts en or et à la main digitalisée, le dieu de la technique, le grand maestro. À tous et à tous, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous écoutez, et excellentes conditions d'écoute en compagnie de Pamelo Munka dans Congo Nabiso. Bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili. Kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matwa. Kongo na ngai na ntango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu. Nazalaki kolatela lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te, nazalaki na lopitalo te, se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nino. Bakoko babiso bazali bakongo, ntango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio, ezali lisusu ndenge ya bakoko te. Mosusu eye kokolonize se bato ya mboka o, nsima ebongaki tosala ndenge nini. Tosengi libanda mpe revolution ya Kongo. Kongo, Kongo, Kongo. Merci la réalisation pour ce coussin musical. Il y a quelques instants dans la note introductive à cette émission, je disais que la Commission Justice et Paix de Pointe-Noire a organisé du 11 au 13 juin 2025 une session de renforcement des capacités sur les crédits carbone. En lien avec cette session, Shalom a réalisé un entretien avec l'animateur de cette session en la personne de M. Georges Claver Bouzanga. Dans cet entretien, plusieurs points ont été évoqués en partant de la définition des crédits carbone, du cadre juridique qui les encadre, puis les mécanismes des marchés carbone et leur fonctionnement
pour terminer enfin sur l'implication de la société civile dans cette nouvelle thématique. Écoutez. Monsieur Bouzanga, vous venez d'animer une formation, pour ne pas dire une session de renforcement des capacités, ici au siège de la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. Quelles ont été les principales thématiques abordées au cours de cette session de renforcement des capacités? Merci beaucoup. Nous avons parlé davantage des projets et marchés carbone autour de la grande problématique de l'économie verte. Donc pendant cette session, nous avons planché sur la compréhension des mécanismes de marché carbone, puisque nous avons les marchés carbone du protocole de Kyoto et aujourd'hui les marchés carbone de l'accord de Paris. Donc nous avons donné des plus amples explications aux participants sur ces questions de marché carbone. Et comme ces marchés carbone sont liés généralement au projet, nous avons aussi mis un accent sur les projets carbone. Vous avez mis un accent sur les projets carbone, mais en tant les crédits carbone, on en parle de plus en plus et c'est très nouveau pour beaucoup de Congolais. J'aimerais que vous puissiez éclairer davantage la lanterne sur ce que l'on entend par les crédits carbone. Oui, merci beaucoup. Les crédits carbone, c'est un produit innovant qui désormais devrait être capitalisé par les pays dans le cadre de la diversification de l'économie. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un arbre, la moitié du poids de l'arbre, c'est le carbone. Et lorsque vous multipliez ces quantités de carbone par le facteur de conversion qui est égal à 3,67, vous avez l'émission évitée. Et cette émission évitée, c'est le crédit carbone. Et c'est ce qu'il faut vendre. Donc ça, c'est au niveau du secteur forêt. Mais vous avez d'autres secteurs comme le secteur des déchets. Donc toute la saleté que nous jetons, nous pouvons aussi en faire des crédits carbone parce qu'on récupère les déchets pour les valoriser en termes d'énergie, en termes de l'électricité, en termes de gaz. Et le fait de faire en sorte que l'économie d'énergie soit obtenue à travers les déchets que vous recyclez, à travers la gestion des biocarburants, vous obtenez des crédits carbone. C'est reconnu aujourd'hui, depuis 2005, les crédits carbone font l'objet des ventes au niveau international et le Congo a l'opportunité de rentrer dans ce marché carbone avec la vente des crédits carbone. Les communautés aussi peuvent aussi vendre des crédits carbone des secteurs forêt, agriculture, énergie, industrie et déchets. Oui, M. Bouzanga, vous dites que les communautés peuvent aussi vendre des crédits carbone. Alors, sur quel marché? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus par la loi? Vous nous avez parlé de la Convention cadre des Nations Unies. Vous nous avez aussi parlé du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris. Est-ce que ces différents instruments juridiques prévoient des mécanismes de marché pour que les communautés, comme vous le dites, et peut-être aussi les États, puissent vendre les crédits carbone? Merci beaucoup. Déjà, le protocole de Kyoto, qui était le protocole qui a institué les marchés carbone, avait mis en place 3 mécanismes de marché. Et parmi les 3 mécanismes de marché, il y a un mécanisme qui intéressait les pays en développement comme la République du Congo. C'est le mécanisme de développement propre. Malheureusement, le Congo n'a pas pu tirer les avantages du mécanisme de développement propre. Et dans les années 2007, il y a eu les mécanismes de la RED+. Et c'est là où le Congo a commencé à ébaucher des projets dans le cadre de la RED+. Et les populations doivent se rappeler que dans le cadre de la RED+, il y a eu beaucoup d'informations à travers les comités départementaux RED, parce que chaque département avait un comité départemental. Il y a eu beaucoup de sensibilisation sur la RED+. Et ça, c'est dans le cadre du protocole de Kyoto les marchés du protocole de Kyoto vont s'éteindre pour laisser aujourd'hui la place au marché de l'accord de Paris. Et l'accord de Paris a mis en place 2 mécanismes importants. Le mécanisme de l'article 6.2, ça c'est les États qui doivent coopérer entre États, donc État à État. Ça ne concerne pas les communautés directement, mais les communautés ont l'avantage d'intégrer le marché de l'article 6.4 qui va fonctionner comme le mécanisme de développement propre. Donc
monter les projets carbone pour les amener dans le marché qu'on appelle le marché de l'article 6.4. Il y a des institutions, des infrastructures qui vont se mettre en place, que l'État met en place de manière à encadrer les porteurs des projets à aller vers ces marchés. Donc si les populations, les communautés ont des projets, ont des idées de projets carbone, il y a aujourd'hui des entités comme le panel des experts pour l'émergence des projets carbone qui peuvent gracieusement accompagner les communautés à monter les projets carbone et à les insérer dans le processus de certification pour la commercialisation des crédits carbone. Hier, je vous ai suivi durant la session. Vous avez déclaré que les crédits carbone ne sont pas que générés par la forêt, mais aussi par les déchets. Et dans d'autres pays, il y a même le bois mort qui génère les crédits carbone. Alors, en République du Congo, il y a une législation sur la forêt, donc c'est le code forestier, et une autre sur l'environnement, donc la loi sur l'environnement. Est-ce que ces deux lois-là intègrent en leur corpus cette problématique des crédits carbone? Oh. Bon, la loi forestière a déjà pris tout un chapitre a pris tout un titre sur les changements climatiques. Et dans ce titre-là, il y a quelques articles qui mettent un accent sur les crédits carbone. Au niveau de la loi forestière, donc la loi 33/2020, du 8 juillet 2020, protocole forestier. Il y a un chapitre, le titre 10, qui a consacré quelques articles sur les crédits carbone. Maintenant, au niveau de l'environnement, la loi sur l'environnement n'a pas véritablement intégré cette question, mais nous tirons l'avantage de la loi sur l'environnement sur la notion de pollueur-payeur. Donc la notion, la loi sur l'environnement a mis un accent sur la notion de pollueur-payeur, et c'est là où nous pouvons structurer le développement des crédits carbone, des projets carbone au niveau du Congo à travers cette loi sur l'environnement. Dans le cadre des mines, on parle des processus de transparence comme le processus de Kimberley qui concerne la certification des diamants pour que ne soient pas vendus sur le marché international des diamants sales, donc ceux issus de la guerre. Est-ce que concernant les crédits carbone, il y a aussi un processus de ce genre pour les certifier si c'est des crédits qui sont propres, permettez-moi l'expression? Oui, il y a un processus de transparence parce que lorsque vous montez un projet carbone, ça suit un circuit où le certificateur envoie les auditeurs pour vérifier la fiabilité de ces crédits carbone, et ensuite les crédits carbone sont certifiés. Une fois que c'est certifié, c'est enregistré dans un registre international où tout le monde peut accéder. Donc la question de transparence, bonne gouvernance est aussi prise en compte dans le cadre des crédits carbone, parce que vous savez qu'il est difficile d'avoir une double comptabilisation dans le cas des crédits carbone. Tout ça, c'est parce que la question de la transparence et de la gouvernance est prise au sérieux dans le cadre de ce processus-là. Les crédits carbone, on en parle depuis longtemps dans certains pays. Et hier, je vous ai suivi en disant que il y a de l'argent que les Nations Unies, je pense bien que c'était cela, a mis à la disposition des pays pour qu'ils puissent les capter en mettant en place des projets carbone. Et il y a des pays qui se sont évertués à le faire, comme la Chine, la Corée du Sud, je crois bien, et le Brésil. Et ces pays aujourd'hui sont des pays développés, même si parfois on les appelle pays émergents. Alors pourquoi le Congo se lance-t-il si tard dans ce secteur? Oui, si tard parce que dans le cadre du mécanisme de développement propre qui a fait que la Chine, le Brésil, l'Indonésie, la Corée du Sud et les autres s'embarquent dans l'émergence parce qu'ils ont eu suffisamment d'argent dans le cadre des mécanismes de développement propre, les pays africains ont eu du mal à s'intégrer parce qu'il fallait mettre en place des infrastructures. Dans le cadre du mécanisme de développement propre, il fallait mettre en place les infrastructures en ce qui concerne l'autorité nationale désignée, le mécanisme de développement propre et un certain nombre de documents. Et le Congo a pris le retard là-dessus. Et lorsque nous avons mis en place ces infrastructures, les financements dans le cadre du mécanisme de développement propre se sont épuisés. Donc on peut dire que bon, on démarre avec beaucoup de retard, c'est vrai, mais on doit tirer les leçons de ce que nous n'avons pas pu tirer davantage, des avantages financiers du mécanisme de développement propre, pour faire en sorte que dans le cadre de l'accord de Paris,
que le pays mette en place très rapidement les infrastructures appropriées pour que nous puissions rentrer dans le marché carbone de l'article 6.2, qu'on puisse négocier avec les pays qui sont ouverts à ce mécanisme, notamment le Japon, la Suisse, et le Singapour et un certain nombre de pays qui sont ouverts à ce marché pays à pays, et aussi qu'on puisse aussi encourager le privé et les communautés à se lancer dans le mécanisme de marché de l'article 6.4. Ce n'est pas encore trop tard, c'est le moment de rattraper et de tirer les avantages de ce que les projets et marchés carbone peuvent générer pour les États, pour les populations et pour les entreprises. Des projets sur les marchés carbone sont de plus en plus développés en République du Congo. Hier, j'ai pu compter une dizaine du nord au sud pour dire que c'est tout le pays qui est quadrillé. Et en abordant cette question, vous avez évoqué la question des partages de bénéfices. Ce qui signifie que même les communautés environnantes doivent en tirer profit. Monsieur Georges Buzanga, dites-nous concrètement comment va se faire ce partage de bénéfices. Est-ce que, pour être plus simple, c'est des enveloppes financières qu'on va remettre à chaque habitant d'une localité, ou encore ça va se faire en termes de mise en place d'infrastructures communautaires? Oui, dans le cas des marchés carbone, il y a un document que les communautés rédigent avec le promoteur du projet, qu'on appelle plan de partage de bénéfices. Et dans le cas de ce plan de partage de bénéfices, il y a une clé de répartition qui est établie de commun accord avec les communautés. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on prend les plans de partage de bénéfices qui sont rédigés à ce jour, les communautés ont une clé de répartition qui varie entre 10 et 20%. Donc, si c'est 10 ou 20% des revenus nets qui sont partagés, qui reviennent aux communautés. Et généralement, ce n'est pas l'argent en nature qu'on distribue à chacun, c'est cet argent qui permettra aux communautés d'investir dans le développement local, dans les infrastructures communautaires et dans certains projets de développement agricole ou autres. Donc, parce qu'il ne s'agit pas de distribuer cet argent en donnant 1000 francs à chacun, mais investir cet argent dans les infrastructures socio-sanitaires et dans les projets de développement qui vont permettre aux communautés, à toutes les communautés de tirer les avantages de cette répartition. Nous allons terminer par le commencement. Je disais tantôt que vous avez formé des militants de la société civile ici. Alors, s'il y a un conseil, lequel allez-vous donner à ces activistes-là concernant ce nouveau secteur des marchés carbone? Déjà, demander à ces partenaires de la société civile de s'impliquer dans le processus, parce que j'ai toujours dit que la société civile, c'est la troisième pierre du foyer, parce que lorsque vous prenez par exemple les foyers 3 pierres que nos mamans utilisent, il y a pour poser la marmite. Tant que la troisième pierre n'est pas là, la marmite ne peut pas être posée. Donc déjà, demander à la société, insister que la société civile s'implique dans ce processus des projets, de l'émergence pour les projets marché carbone. Et ensuite, nous avons insisté pour que la société civile mette en place un observatoire pour le développement des projets et marchés carbone au Congo. Cet observatoire va permettre à la société civile de mieux s'impliquer dans le processus de développement des projets carbone pour aussi influencer et corriger un certain nombre de choses dans le montage des projets. Donc voilà un peu, je pense que le message est bien passé puisque la société civile a pris à cœur les différentes propositions que nous avons formulées tout au long de cette formation. Merci. Merci beaucoup. Auditrices et auditeurs de Shalom, vous venez d'écouter M. Georges Claver Buzanga sur les grandes lignes de cette session et sur d'autres questions relatives au crédit carbone. Pour rendre digeste toutes ces informations, voici un coussin musical.
wana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasi yo toyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka toyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka Kongo Kongo C'était une fois de plus Pamelo Mouka dans Congo na Bisso. Je disais qu'une session a été organisée sur les crédits carbone par la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. Alors, au cours de cette session, quelles ont été les pistes de plaidoyer que la société civile a pu identifier pour faire en sorte que les crédits carbone contribuent au bien-être des populations? Monsieur Daniel Ndinga, juriste et membre du Cercle d'appui à la gestion durable des forêts, KGDF en sigle, nous livre ses impressions. Effectivement, je viens de participer à la formation. Donc, les plaidoyers qu'on peut mener en tant que membre de la société civile, c'est de créer un observatoire indépendant de crédit carbone. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs projets sur nos programmes qui sont exécutés au niveau national, mais dont la société civile n'a pas connaissance. À partir de là, on pourra faire des évaluations sur la manière dont les programmes et les projets sont gérés, pour faire en sorte que les populations, communautés locales et populations autochtones puissent tirer profit de l'exploitation des crédits carbone. Parce que ça fait partie des sources innovantes qui pourraient bien contribuer au développement local et pourquoi pas à la lutte contre la pauvreté. Est-ce que ces crédits carbone peuvent contribuer au bien-être des populations si quelque part aussi la législation comporte encore des insuffisances? Hier, j'ai appris pendant la formation que le code forestier n'a qu'un seul petit chapitre sur les crédits carbone et c'est le chapitre 10 qui n'est pas aussi trop clair et qu'il manque aussi beaucoup de textes d'application en ce qui concerne donc le code forestier et même la loi sur l'environnement concernant cet aspect des crédits carbone. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un plaidoyer législatif à mener? Oui, effectivement. Nous avons donc deux nouveaux textes juridiques. Nous avons le code forestier qui date de 2020. Nous avons la nouvelle loi sur l'environnement qui date de 2023. Et aujourd'hui, il se trouve que les textes d'application ne sont pas encore élaborés. Donc ça crée ce qu'on appelle par des vides juridiques. Donc il y a un encadrement juridique qu'il faut faire pour qu'on puisse définir les mécanismes et les modalités de gestion des crédits carbone. Donc s'il faudrait qu'on fasse le plaidoyer, c'est faire en sorte que l'élaboration des textes juridiques, des textes d'application particulièrement, du code forestier et des lois sur l'environnement fassent l'objet des priorités donc pour le gouvernement, pour qu'on puisse valoriser ces ressources que nous avons presque du mal à exploiter. Cependant, ce nouveau secteur d'activité qui n'est autre que les crédits carbone, pour ne pas parler des marchés carbone, est jalonné des défis auxquels la société civile est ou pourra être confrontée. Quels sont ces défis et comment la société civile entend les relever? Monsieur Bernardin Yacine Ngumba, membre de l'Association pour la promotion des écosystèmes tropicaux et le développement de la Sangha, APTDS en sigle, répond à cette préoccupation. La société civile s'est réunie à Pointe-Noire autour d'une formation pour pouvoir échanger sur les enjeux liés au marché carbone. Et cette formation nous a permis effectivement de très bien comprendre le cadre juridique et institutionnel qui encadre les questions de marché carbone, mais aussi de comprendre le cycle des marchés carbone. Comment est-ce que les entreprises viennent pour pouvoir s'installer, pour pouvoir développer des projets de marché de crédit carbone et aussi de pouvoir comprendre les issues du marché carbone. Et donc aujourd'hui, la société civile est très préoccupée par rapport à l'installation des projets de carbone qui priorisent le secteur agriculture et forêt. Et nous nous disons que ce n'est pas le seul secteur, il y a aussi le secteur énergie, il y a aussi le secteur transport,
que certains projets, certains financements pourront aussi pouvoir appuyer pour le développement assez complet des projets de carbone. Donc le défi aujourd'hui pour la société civile, pour être assez court, c'est de pouvoir mettre en place une observation indépendante des marchés carbone en République du Congo, parce que c'est encore un secteur qui est assez vide. Voilà, donc le défi pour nous, c'est comment est-ce que nous allons nous retrouver, nous allons pouvoir consolider tous nos efforts, tous les acquis de cette formation, afin de mettre en place un mécanisme d'observation indépendante. Ce mécanisme d'observation indépendante qui pourra faire l'objet de l'observation des projets, de l'installation de ces projets, mais ce mécanisme aussi qui pourra aussi pouvoir accompagner les populations autochtones et les communautés locales à développer aussi des projets de carbone et aussi avoir accès à certains marchés, à certains fonds carbone. Parce qu'on nous a présenté ici beaucoup de fonds liés au carbone, notamment le fonds bleu, le fonds d'adaptation également, auquel que ce soit la société civile, les communautés et même notre administration n'est pas du tout éligible. Donc un autre défi aussi pour la société civile, voilà, c'est de pouvoir aller vers une construction, une co-construction même avec le gouvernement, des projets basés sur les marchés carbone. Donc voilà un peu les deux défis que moi j'ai épinglés en termes d'observation indépendante et en termes aussi de co-construction avec le gouvernement des projets carbone, mais qui ne sont pas basés sur les AFAT. Fidèle auditrice, auditeur de Radio Maria, au regard de ce qui précède, comment la société civile spécialisée dans la défense des droits humains entend-elle suivre ces projets de produits carbone pour qu'elles n'impactent pas trop négativement les communautés riveraines et leur environnement d'une part, et que les revenus qui en découlent contribuent à la jouissance effective des droits sociaux et même économiques d'autre part? Nina Cynthia Kiyindou, directrice exécutive de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, s'est exprimée sur cette question. Merci beaucoup. Je pense que les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme ont bien leur place sur le suivi des crédits carbone. Effectivement, c'est une nouvelle thématique qui nous intéresse pleinement parce que les communautés locales, les populations autochtones sont impactées par rapport à cette thématique-là. Et nous pensons que nous avons toute notre place pour travailler et faire le suivi de tous les projets carbone qui sont mis en œuvre en République du Congo, en veillant sur un aspect particulier, parce que cet aspect concerne bien les communautés locales et les populations autochtones. Il y a les intérêts de ces communautés qui sont mis en jeu. Et donc nous osons croire qu'à travers toutes ces informations, toute la formation que nous avions reçue, nous allons faire un meilleur suivi de la mise en œuvre du plan de partage de bénéfices, par exemple, qui est un document essentiel pour les communautés. Tous les projets carbone qui sont mis en œuvre dans notre pays n'ont pas de plan de partage de bénéfices, mais si nous prenons le cas du projet Songa-Likola, il y a un plan de partage de bénéfices et nous, en tant qu'organisation de défense et de promotion des droits de l'homme, nous allons faire le suivi de la mise en œuvre de ce plan de partage de bénéfices. Et pour les projets qui n'ont pas ce plan-là, nous allons mener les actions de plaidoyer de telle sorte que ce plan-là soit développé par ces projets et pour que ces projets-là soient bénéfiques pour les communautés locales et les populations autochtones. Parce que ce n'est que par ce mécanisme-là qu'on pourra parler des impacts des crédits carbone envers les communautés locales et les populations autochtones.
Et donc, sur ces mots de Nina Cynthia Kiyindou, je vous prie une fois de plus d'écouter Pamelo Munka dans Congo Nabiso. Mama sala kwango lesengai wana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasio toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yomboka toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yomboka Kongo Auditrices, auditeurs de Radio Maria Congo, station de Pointe-Noire, c'est sur cette note musicale que se termine cette émission consacrée à la session de renforcement des capacités sur les crédits carbone organisée par la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés de Ouesso, Nkaï, de Lizy Pointe-Noire, mais aussi de Brazzaville et sur le net partout dans le monde. Nous remercions également le CCFD, c'est-à-dire le Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement, qui a pu sponsoriser cette émission. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain et sur la même chaîne. C'était Shalom, présenté par la Commission diocésaine Justice et Paix de Pointe-Noire.